Guillaume Erner. J'imagine que vous faites souvent cette réflexion. Ce livre n'a pas été publié par hasard. Il résonne de manière particulière avec l'époque. Et c'est le cas de votre livre. Patrick Weil, bonjour. Bonjour. Il s'intitule « Le président est-il devenu fou ?» Bon, déjà, ce titre, aujourd'hui, vous voyez, avec un sous-titre aussi, « Le diplomate, le psychanalyste et le chef de l'État ». C'est publié chez Grasset. Alors, pour essayer de camper un peu les trois personnages, ce triptyque étonnant, il y a tout d'abord le plus célèbre des psychanalystes, puisqu'il s'agit de Sigmund Freud, un président américain un peu oublié, Wilson, et puis alors un diplomate dont j'ignorais absolument tout, William Bullitt. Ce n'est pas un roman, c'est un récit. Tout ce que vous écrivez est vrai, et on se rend compte qu'il y a eu un travail de Sigmund Freud sur ce président américain Wilson, en compagnie donc de l'un des patients de Freud, William Bullitt. Vous avez retrouvé ce texte, vous êtes tombé sur lui par hasard, et puis à partir de là, vous avez décidé de faire des recherches pour comprendre comment on s'était livré à une psychanalyse, j'allais dire sauvage, mais en tout cas c'est une psychanalyse avec un témoin direct, puisque William Bullitt a travaillé avec Wilson dans le cadre du règlement de la Première Guerre mondiale et du traité de Versailles. À partir de là, qu'est-ce que vous avez trouvé? Comment avez-vous travaillé, Patrick Weil? Alors, le livre, il y avait une version du livre qui était sortie en 67 en France. Moi, étudiant, j'avais lu chez 10-18 la version de poche, j'avais trouvé ça fascinant. 2014, un été à New York, dans une librairie d'occasion, je trouve la version originale en anglais. Je l'achète pour $6. Je rentre chez moi et je trouve le nom d'un conseiller de Wilson que j'avais oublié, le colonel House, sur lequel je travaillais parce qu'il était devenu ami de Clémenceau, et j'ai publié il y a 2 ans Lettres d'Amérique de Clémenceau. Alors je me dis, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose avec ce Bullitt dans les archives de House. Je tape sur la recherche du site de Yale où j'enseigne par ailleurs, et je tombe sur les archives de Bullitt. Oh, elles sont là. Et là, je trouve des documents sur le travail avec Freud, des inédits de Freud. Alors je pars à la recherche de l'ensemble de ces sources, je circule, je vais au fin fond du Kentucky, est originaire de la famille de Bullitt, à Washington, etc. Et quelques semaines plus tard, je me retrouve avec un manuscrit signé à la fin de chaque chapitre par Freud lui-même et Bullitt, qui n'a pas grand-chose à voir, enfin disons, qui a été caviardé, quand on regarde la version publiée, 300 fois. Alors là, je me dis, bon, je vais faire une enquête, et elle a duré 7 ans, cette enquête. C'est-à-dire, comment ils ont travaillé? Parce que moi, je ne pouvais pas juste dire, ben voilà, est-ce que ce qu'il raconte sur la responsabilité du président Wilson, dans la catastrophe qui suit la non-ratification du traité de Versailles par les Américains. En réalité, Wilson vient s'installer à Paris pendant 6 mois. Ce qui déjà est incroyable. Il vient s'installer à Paris. Il négocie le traité, et à la fin de la ratification, il fait voter contre. Alors voilà, et c'est là que Hoover, qui est le futur président américain, qui a été conseiller Wilson, dit à Keynes, il est complètement fou. Et alors, il faut présenter aux auditeurs, notamment à ceux qui n'auraient pas vécu la Première Guerre mondiale, Patrick Weil, le contexte tout à fait étonnant. On a donc un président américain vieillissant qui a des soucis de santé, puisqu'il fait un AVC. Et malgré tout, c'est sur lui que dépend la paix du monde, puisqu'il va se livrer à un traité qui est largement critiqué, pas par n'importe qui, par Keynes notamment, et il va mettre au point un dispositif qu'il va en quelque sorte lui-même renier. C'est cela qui est étonnant dans cette histoire. Quelles sont les différentes étapes de cette négociation, Patrick Weil? Alors, pour vous dire, en travaillant sur ces étapes, je me suis dit que j'avais rien compris au traité de Versailles, parce que j'avais lu Keynes, et que je pense que la plupart des auditeurs et des Français n'ont rien compris au traité de Versailles. Alors, la clé, là je vais vous expliquer. Dites-nous d'abord la clé, en quoi il consiste en quelques mots. Le traité de Versailles, bon, Wilson rejoint les alliés français, anglais et russes dans la guerre contre les empires centraux. On gagne la guerre, et c'est lui qui fixe les conditions de la paix avec les 14 points ou 14 conditions qu'il a édictées ou proposées au monde, et qui se voulait une paix équilibrée et juste.
Le traité de Versailles crée la Société des Nations, à laquelle il tenait énormément, et aussi démantèle l'Empire austro-hongrois, rétablit l'Alsace-Lorraine pour la France, enfin permet l'occupation de la rive gauche du Rhin et prévoit des réparations extrêmement élevées que l'Allemagne doit payer. Et c'est ce qui fait tiquer Keynes. Bon. Mais ce que je crois, vous et moi ne savions pas, c'est qu'il a adossé au traité, qui est un peu la création de l'ONU, la SDN, la prédécesseur de l'ONU. Il y a la prédécesseur de l'OTAN, ce qu'on appelle le pacte de garantie militaire, qui prévoit qu'en cas d'agression allemande contre la France, les États-Unis et l'Angleterre viendront immédiatement au secours militaire de la France. Pour Clémenceau, c'est ça qui lui fait signer le traité. C'est la clé, la sécurité militaire de la France, c'est la clé du traité. Parce que Wilson donne l'ordre de ne pas ratifier, à la fin de ce processus de combat au Congrès, ce traité militaire tombe, et immédiatement Foch prévoit que 20 ans plus tard, en 40, il dit, dans la guerre qui s'annonce, nous serons plus faibles qu'en 14. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se retrouve à devoir gérer entre Européens, sans l'Amérique, un traité que l'Amérique avait dessiné pour être au centre de la paix mondiale. Elle n'y est plus et elle nous a supprimé son soutien militaire. Voilà ce qu'il se passe. Et c'est une découverte puisque, d'ordinaire, Patrick Weil, on explique que finalement les réparations étaient si fortes que finalement elles conduisaient mécaniquement l'Allemagne à la guerre et provoquait une forme de ressentiment qui était... Alors là, la réparation, c'est un autre sujet. Et c'est très important que qu'on rebondisse sur votre question. Keynes fait tout son livre là-dessus. Et il dit, le tournant le plus incroyable, c'est quand Wilson, cédant à une note complètement bidon, accepte de faire payer à l'Allemagne tous les coûts de la guerre. Mais il ne dit pas qui écrit cette note. Or, qui écrit cette note? Le délégué sud-africain, c'est-à-dire le membre de la délégation de l'Empire britannique, qui est le mentor de Keynes et qui le pousse à écrire son livre. Et en réaction au livre de Keynes, le conseiller économique de Wilson, qui a vu la manœuvre de Keynes, publie la note de ce fameux général Smuts. Et Keynes est affolé, ça je l'ai retrouvé dans sa correspondance. Il dit « Comment Baruch, le conseiller économique, ose publier ses secrets d'archives, etc. » Alors que lui, c'est pas gêné de publier des choses. Et en fait, il a organisé son livre pour faire peser sur Clémenceau l'idée qu'il y a une paix carthaginoise qui veut détruire l'Allemagne qui a été signée, alors que Clémenceau ne s'intéressait pas aux réparations. Il a suivi malencontreusement les Anglais, mais il n'était pas du tout sur une position, de faire payer l'Allemagne, comme Poincaré plus tard, en compensation de l'absence de soutien militaire des États-Unis, va le faire en occupant la Ruhr, etc. Et alors, ce qui est très étonnant, Patrick Weil, dans votre livre, Le président est-il devenu fou aux éditions Grasset, c'est que finalement, on a affaire, d'une part, à un président américain dont on ne comprend pas la décision. Ses contemporains Exactement. Ne comprennent pas la décision. Il a une psyché, ça n'est pas quelque chose de très étonnant, c'est un être humain. Donc, il a eu un père, des rapports complexes avec son père, il a tout un fort intérieur qu'il faut décrypter et qu'on ne connaît pas nécessairement. Et cependant, il a entre les mains le destin du monde, puisque le traité de Versailles, c'est tout simplement ce qui va décider de la prochaine guerre. Il ne le sait évidemment pas, mais c'est finalement ce que l'on découvre et c'est ce que vous analysez dans votre ouvrage. Et alors c'est là que Bullitt intervient, parce que, comme vous l'avez dit, il a travaillé avec Wilson, et il a été choqué par le traité, il a démissionné, il s'est fait connaître de Freud comme ça en démissionnant contre le traité, mais il est choqué que Wilson fasse dérailler le traité à la fin. Et il lui-même a eu des échos il a vu Wilson complètement irrationnel dans certaines de ses décisions à la tête de l'État américain pendant la guerre. Et il mène l'enquête avec ce fameux colonel House dont je parlais tout à l'heure, qui tient un journal de tout ce que lui raconte Wilson.
il le dicte à sa secrétaire. Or, Wilson, et c'est là que le psychanalyste peut intervenir, parle à son conseiller comme s'il parlait à un psy. Il lui raconte ses cauchemars. Par exemple, Wilson faisait des cauchemars à la Maison-Blanche sur les traumatismes qu'il avait subis quand il était président de Princeton. Presque toutes les nuits. Parce qu'il a une vie un peu étonnante, Wilson. Alors, aujourd'hui, il paraît très exotique comme président américain. Il est président de Princeton. Donc une université. Il est aussi au bord d'être viré de la présidence de Princeton pour les mêmes raisons, parce qu'il se confronte, il ne supporte pas, comme il n'a pas supporté, voilà ce qui s'est passé à la fin de l'année 19, c'est qu'il ne supporte pas que le Sénat américain dise, nous sommes dans les débats d'aujourd'hui sur l'intervention en Ukraine ici, ce que je vais vous raconter. Quel est le débat aux États-Unis? C'est, est-ce que l'intervention américaine militaire va être que pour les alliés, au service de la France, si la France est attaquée, ou est-ce qu'on va intervenir par exemple, si la Russie, c'est mentionné, si la Russie attaque la Pologne, ce qui a été le cas à ce moment-là, en 1920. Et les sénateurs républicains ne disent pas, non, on n'interviendra pas, ils disent simplement, si on intervient, il faut quand même respecter la Constitution américaine et avoir l'approbation du Sénat. Et là, Wilson dit non. Je ne veux pas que ça soit mentionné. Je suis d'accord sur le fond, mais je ne veux pas que ce soit écrit. Pourquoi ne voulait-il pas que ce soit écrit? Parce que ça aurait donné un poids dans la ratification à son ennemi, qui était le chef des Républicains au Sénat, et il préférait faire capoter, je veux dire, la paix du monde, plutôt que de partager la responsabilité du traité. Churchill a dit en 1929, dans un article qu'il publie dans le New York Times, Wilson voulait qu'après 4 années de guerre et des dizaines d'années de tensions, les Français et les Allemands s'embrassent, mais il n'acceptait pas de se mettre à la même table qu'un républicain. Alors, puisque vous parlez d'embrassade, il y a aussi des scènes très étonnantes dans ce livre. Il y est question de Kiev, il est question de Staline, et il y a même une scène particulièrement étonnante, puisqu'elle est vraie, Patrick Veil, où Staline se saisit de la tête de Boulid et l'embrasse. Il y a une rencontre entre Boulid qui devient ambassadeur à Moscou, et doit choisir son ambassade, bref, des descriptions. Alors, c'est-à-dire que le livre, en fait, emmène le lecteur dans, d'abord, la négociation échouée du traité de Versailles, et puis l'interprétation de Wilson. Pourquoi il a un conflit avec ce monsieur? C'est parce que c'est un substitut de son père, à qui il n'a jamais osé, son père qui l'humiliait, qui le persécutait, etc. Il était dans un état officiel d'admiration et d'amour à l'égard de son père, mais il avait une rage qu'il n'avait jamais pu exprimer, et qui s'exprimait régulièrement contre des substituts de son père. Alors, une fois que leur texte est fini, le manuscrit terminé, au bord d'être publié en 1932, paf, Roosevelt gagne les présidentielles, il a besoin d'un homme de talent comme Bullitt, il lui fait négocier la reconnaissance par l'Amérique de l'Union soviétique et il le nomme premier ambassadeur à Moscou. Donc leur manuscrit, la publication est suspendue, et Bullitt, qui avait été un envoyé secret de la délégation américaine auprès de Lénine en 1919. Il était revenu avec une offre de traité de cessez-le-feu dans la guerre civile russe, qui était un truc assez incroyable. Il avait 26 ans à l'époque, donc il est très aimé. Lénine a dit que c'était un homme d'honneur, donc quand il arrive, il a toute l'aura de cette négociation secrète, et là, Staline le reçoit, l'embrasse, etc. Et puis là, c'est des déconvenus immédiatement, il découvre l'horreur du stalinisme, et à la fin de ces 2 années où il a pas mal souffert à Moscou, il devient celui qui conçoit, je dirais, la politique de guerre froide, d'anticommunisme, si vous voulez. Il est le chef des anticommunistes au sein du State Department pour le restant de sa vie. Et alors, ce qui est très étonnant, et c'est pour ça que je parlais de résonance de votre livre avec l'actualité, il est question donc de guerre, il est question de Moscou, il est question de l'armée rouge, parce qu'il y a des descriptions, on voit par exemple un personnage, Clément Vorochilov, qui était commissaire du peuple
à la Défense et dont on disait qu'il était intellectuellement retardé, puisque Staline avait détruit l'armée rouge et n'avait conservé comme vis-à-vis qu'un crétin absolu, Vorochilov. Et lorsque Staline avait la toute-puissance sur l'armée rouge, il a pu commettre toute une série d'erreurs stratégiques, comme celle, par exemple, de ne pas reconnaître quelques années plus tard qu'Hitler allait l'attaquer. Une vision donc de l'intérieur par votre personnage, William Bullitt. Oui, parce qu'il nous emmène auprès de Roosevelt, d'abord dans la diplomatie de Roosevelt, à Moscou, puis à Paris entre 1936 et 1940, mais à Moscou. Et comme il doit avoir de bonnes relations avec les autorités, il offre un dîner en l'honneur de l'armée rouge. Vorochilov et puis Boudienny, maréchal Boudienny. Et là, les autres, après 20 verres de vodka, lui disent, on lui raconte comment on a pris Kiev. Et alors, elle a dit, ben voilà, on a siégé. Alors la prise de Kiev, il y en a eu plusieurs pendant la guerre civile. Je crois que c'est celle de 1920. On était en infériorité numérique. On envoie un émissaire pour dire, si vous vous rendez, on vous laissera rentrer chez vous. Ils se rendent, on tue tous les hommes, on viole les femmes, les soldats en avaient besoin, elles meurent quelques mois plus tard, et voilà. Et Bullitt était obligé de sourire et de continuer la discussion du dîner, de reboire de la vodka, et propose d'organiser des tournois de polo. Et ça, je le raconte parce que c'est une vie diplomatique assez perturbante. Ils sont tous malades. Il y a Kennan qui va devenir le grand penseur de la diplomatie américaine qui est là, qui va tout le temps à Vienne pour se soigner, parce qu'il faut à la fois être dans des relations diplomatiques formelles et officielles, et en même temps souffrir l'arrestation de ses voisins, leur meurtre, des voisins avec qui on est devenus amis, dans les mêmes immeubles, et toujours sourire et continuer à continuer les relations avec les autorités officielles. Et il y a ce choc entre, d'un côté, des choses qui sont intellectuellement très raffinées. Vous parliez de Vienne, le Vienne de l'époque, avec bien entendu Freud, que Bullitt va voir comme patient, et puis cette espèce de sauvagerie, de brutalité incarnée par le stalinisme et son régime. Le tout crée une sorte de juxtaposition tout à fait étonnante. Mais ça va avoir des conséquences sur... Bullitt est un incroyable... stratège, il a une vision, par exemple, septembre 1939, déclaration de guerre. Bon. Il écrit à son homologue américain à Berlin, Hitler pense avoir gagné, peut-être qu'il va battre la France et l'Angleterre, mais il se fera bouffer par les soviétiques comme un cancer jusqu'à Berlin, et après la question est de savoir si c'est nous ou les soviétiques qui gagneront. Eh bien, en janvier 1943, il écrit une longue note à Roosevelt. Il lui dit « Oui, on doit soutenir les soviétiques contre les nazis, mais pas jusqu'au point de leur laisser autant qu'ils vont dominer, dans des dictatures atroces, des centaines de millions d'Européens de l'Est et des Chinois, et les Chinois. Donc il faut débarquer non pas en France, mais en Europe centrale. Il faut intervenir plutôt en Asie. Il a cette vision de ce que va être, avant tout le monde, il a cette vision de ce que va être immédiatement après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide. Patrick Veil, on se retrouve dans une vingtaine de minutes. Le président est-il devenu fou? Le diplomate, le psychanalyste et le chef de l'État. C'est le livre que vous publiez aux éditions Grasset. Et j'ai presque envie de dire les conséquences, hélas, de la folie de certains présidents. La guerre en Ukraine. Dans quelques instants, vous serez rejoint par le metteur en scène et directeur de l'Odéon Théâtre de l'Europe, Stéphane Braunschweig, de Lucie Berlovitch, qui est directrice du Préau Centre dramatique national de Normandie, Vire, et d'Irina Dmitrichnin, qui est historienne et traductrice et maître de conférences à l'Institut national des langues et civilisations orientales, pour évoquer le théâtre pour la paix dans le contexte, évidemment, de la guerre en Ukraine. 8h sur France Culture, excellent réveil à tous. Guillaume Erner. Et nos invités sont majoritairement des gens de théâtre, tout simplement parce que le drapeau ukrainien flotte sur la façade de l'Odéon Théâtre de l'Europe, qui va organiser une grande soirée en solidarité avec les artistes ukrainiens lundi prochain, en partenariat avec France Culture. Au programme, lecture de la pièce inédite en France, Mauvaise route de Natalka Vorochbit, en présence de l'auteur, et concert de la troupe de cabaret
très connues en Ukraine, les DAC Daughters. Pour en parler, nous sommes en compagnie d'Irina Dmitrichine. Bonjour, vous êtes historienne, traductrice, maître de conférences à l'INALCO et spécialiste de l'Ukraine. Stéphane Brochweg, bonjour, vous êtes metteur en scène, directeur de l'Odéon Théâtre de l'Europe. Nous sommes en duplex avec Lucie Berelovitch. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Préau Centre dramatique national de Normandie-Vire depuis janvier 2019 et puis en compagnie de Patrick Veil, l'historien, vous publiez Le Président est-il devenu fou aux éditions Grasset. On vient d'évoquer à la fois la présentation du programme d'Emmanuel Macron et puis on évoque sans cesse à la fois Vladimir Poutine mais aussi Volodymyr Zelensky. Ces différentes figures, ces différents types de présidents, de dirigeants, s'il fallait les psychanalyser, que diriez-vous, Patrick Veil? Freud, si vous voulez, il accepte de faire le livre dont j'ai découvert l'original qu'après avoir récupéré beaucoup de matériel. Il avait une perception très négative de Wilson, mais il dit « je ne peux pas travailler comme ça ». Et il attend que Bullitt lui amène tous les témoignages, tout ce que raconte Wilson à son conseiller comme une psychanalyse du quotidien avant de porter un jugement. En plus, je dirais que quand on a affaire à un dictateur violent, tout de suite on se dit il est peut-être déséquilibré et on n'est pas séduit en tout cas sauf quelques-uns malheureusement et on est capable de chercher à le décrypter. Pour ce qui est d'un président dans un pays démocratique, c'est plus compliqué. On voit que Wilson a toujours une très bonne image, alors qu'en fait, Freud avait très bien vu. Et donc, je dirais que si on prend par exemple Wilson... Il avait très bien vu, pardonnez-moi, je vous coupe, Patrick Veil, il avait très bien vu qu'il avait, encore une fois, une psyché, c'est-à-dire qu'il avait des névroses, peut-être plus que d'autres, mais il avait un rapport aux mots qui était très particulier. Il était le plus grand orateur de sa génération et peut-être de toute l'histoire politique américaine. Mais il avait un rapport aux mots. Une fois qu'il avait prononcé des mots, il s'y attachait. Il fallait toujours qu'on puisse relier ses actes à ses mots. Et vous prenez Macron, l'autre jour, à la sortie du sommet européen, il est interviewé, il dit en français « je suis pessimiste ». Et on l'interviewe devant une chaîne américaine « I am optimistic ». C'est l'inverse. Il a un rapport ça a été un large débat. Alors, il y a des pages et des pages de glose là-dessus. Il n'a pas d'attachement à ces mots. Ces mots ont une fonction de séduction de son auditoire. C'est pas le même rapport aux mots. Voilà tout ce que je peux dire. Je peux pas aller plus loin. J'aimerais votre point de vue, Irina Dmitrichine. Vous êtes ukrainienne. Lorsque vous observez aujourd'hui ces différents personnages, Vladimir Poutine, votre président, enfin je ne sais pas si vous êtes ukrainienne, française, bref, peu importe. Volodymyr Zelensky, qu'en pensez-vous? Eh bien, ce qui se passe depuis 3 semaines, je pense, peut être caractérisé par 3 mots. Une immense tristesse, beaucoup de fierté et aussi beaucoup de colère. Parce que ce pays a été mis en pièces et on ne sait pas du tout ce qui va arriver dans les jours qui viennent, comment ça va se terminer, alors qu'il n'avait qu'une seule envie d'être indépendant et continuer à suivre son destin qu'il voyait en Europe. Et par la volonté et la folie d'un homme, ces milliers de personnes vont mourir, le pays est complètement détruit et nous sommes au bord je ne sais pas, tantôt d'une crise nucléaire, tantôt d'une guerre à grande échelle. Donc c'est un moment historique que nous vivons, mais c'est un moment qui est extrêmement douloureux et dont on ne voit pas encore l'issue. S'il fallait résumer en quelques mots cette culture, cette part de la culture ukrainienne que vous allez donc présenter à l'Odéon Théâtre de l'Europe, donc cette pièce Mauvaise route que vous avez traduite, que diriez-vous à ce sujet ? C'est une pièce, je dirais, intimiste et humaniste, parce que, bien sûr, l'action se passe dans le Donbass. Je rappelle que la guerre dure depuis 8 ans, donc ça fait 8 ans qu'on a des centaines de personnes, des milliers qui ont passé par là. Il y a eu quand même près de 2 millions de déplacés internes. Même si c'était très localisé en Ukraine, il n'y a pas une famille en Ukraine aujourd'hui ou un Ukrainien qui ne connaît
quelqu'un qui a été tué, qui est passé par le front, qui a été blessé, déplacé, etc. Donc cette pièce, c'est en quelque sorte une mosaïque de la vie dans la zone grise, donc au plus près du front, et des stratégies de survie de chacun. Donc on a l'histoire d'une femme militaire, l'histoire d'une jeune fille qui reste coincée vraiment au plus près de cette ligne de front, qui risque de bouger à chaque instant et qui a bougé il y a 3 semaines. Mais c'est à chaque fois des vies individuelles qui nous les rend proches et compréhensibles. Et c'est une pièce pas du tout militariste, mais humaniste, avec cette mosaïque de personnages. Stéphane Braunschweig, votre regard de metteur en scène. J'ai découvert cette pièce en fait il y a 15 jours parce que c'est l'éditeur Dominique Dolmieux des éditions L'Espace d'un instant qui édite beaucoup de pièces ukrainiennes et qui nous a envoyé cette pièce qui était prête à être éditée dans la traduction d'Irina et on cherchait pour faire cette soirée à donner la parole, enfin à faire entendre des artistes ukrainiens. En fait, depuis 15 jours, 3 semaines, on entend beaucoup évidemment des prises de parole, des débats, etc. Et je me suis dit, nous, le théâtre, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire entendre des voix, des auteurs, des autrices et des acteurs, des musiciens ukrainiens. Et donc c'est, disons, plutôt une soirée artistique, on va dire, qu'une soirée politique. Elle l'est de fait, puisque c'est une soirée en soutien à l'Ukraine et dont les recettes seront reversées à la Croix-Rouge pour aider, pour donner de l'aide d'urgence. Enfin, moi, il m'a semblé qu'il fallait absolument faire des levées de fonds autant qu'on peut. Et je dois dire qu'il y a une mobilisation exceptionnelle du milieu culturel français, un peu partout, dans tous les centres dramatiques, les théâtres en France. Il y a des soirées de lecture qui s'organisent. Bon, là, on a la chance de pouvoir présenter une pièce inédite, dont d'ailleurs l'Odéon s'est engagé à aider à la publication de ce texte, donc il va pouvoir aussi être sur papier. Et j'ai découvert une pièce que je connaissais, une autrice que je ne connaissais pas, une pièce magnifique, effectivement, comme disait Irina, très, très, très humaine. C'est 6 histoires, en fait, chaque pièce, la pièce est une mosaïque de 6 histoires, et chaque histoire raconte quelque chose sur ce qui se passe dans le Donbass. Il y a des personnages qui sont des militaires, des héros de la résistance ukrainienne, d'autres qui sont plus des séparatistes, et des gens de tous les jours, en fait, qui sont confrontés dans cette zone du Donbass à, d'un côté, les bombardements, de l'autre côté, la présence des militaires. C'est beaucoup aussi sur les rapports femmes-hommes, que je trouvais que c'était très important, parce que d'autant plus qu'en ce moment, on assiste quand même à un phénomène de tout est regenré, en fait, puisque les hommes à la guerre, les femmes qui sont obligées de partir avec leur famille. Il y a des femmes qui font la guerre aussi. Oui, il y en a, mais bon, on a une sensation d'un monde complètement regenré. Je trouvais que c'était vraiment intéressant, d'abord, de faire entendre plusieurs autrices, puisque il y a beaucoup d'autrices dans la soirée qu'on va présenter, et notamment cette pièce qui est vraiment magnifique. Irina Dmitrichine, ces soirées, elles servent bien entendu à réunir des fonds, et c'est important, mais elles servent aussi à faire en sorte que l'on n'oublie pas, que l'on fasse peut-être pression directement, indirectement sur l'opinion publique mondiale et sur l'atmosphère qui règne en Russie. Cela sert à mobiliser tout le monde autour de ce qui se passe, de rappeler, de présenter aussi peut-être tout ce qu'on ne connaît pas de l'Ukraine, à savoir la culture ukrainienne. Et j'aurais aimé que cela soit fait, bien évidemment, dans d'autres conditions. Malheureusement, nous n'y pouvons rien. Et présenter la culture ukrainienne aujourd'hui, c'est venir en aide d'abord à ces populations ukrainiennes, à ces artistes ukrainiens qui sont obligés de quitter le pays, de fuir. Mais je rappellerai que la plupart des gens restent, la plupart des intellectuels restent sur place, aussi bien à Kharkiv qu'à Kiev ou dans la zone qui n'est pas touchée directement par le conflit, tout simplement parce qu'ils veulent témoigner et parce qu'ils veulent être avec leur peuple. Donc, bien sûr, c'est une manifestation de solidarité qui est importante pour les Ukrainiens, mais qui est importante aussi pour les Européens, pour montrer que nous sommes encore capables de
compatir et de venir en aide à un peuple européen qui est attaqué. Il y a beaucoup de manifestations qui sont prévues. C'est aussi ce que vous faites, Lucie Berelovic. Vous, c'est pour le théâtre Préau Centre dramatique national de Normandie-Vire. Vous avez initié le mouvement de solidarité artistique avec une pétition lancée avec Stanislas Nordet. Qu'est-ce que vous visez ? C'était vraiment sur les premiers jours de l'invasion russe. Je pense que maintenant, cette pétition, presque, on est passé à d'autres types de mouvements de solidarité. À l'origine, c'était vraiment de pouvoir au plus vite manifester notre soutien et fédérer le milieu culturel pour dire que, effectivement, comme le disait Irina, on était capable de venir en aide, de se mobiliser. On serait là pour pouvoir accueillir les artistes ukrainiens s'ils le souhaitaient et plus largement pour pouvoir venir en aide avec, on va dire, nos moyens possibles au peuple ukrainien. L'effet que ça a eu, on va dire, de manière assez directe, c'est la mobilisation de la ville de Vire-Normandie à mes côtés et on accueille actuellement le groupe des Dark Daughters ainsi que leur metteur en scène Vlad Trotsky et leur famille, soit 19 Ukrainiens. Auquel on a pu donner les moyens de reprendre une répétition depuis le début de la semaine. On vous entend faiblement, Lucie Berelovic, mais par contre, on va entendre très clairement ce groupe que vous venez de présenter, les Dark Daughters, qui sont un collectif féminin ukrainien activiste composé de 7 femmes qui évoluent depuis 10 ans et qui est très connu en Ukraine. On va écouter un extrait de leur répertoire. Усе на місці, в іншому місті, інакше я, в іншому місті, усе на місці, в іншому місті, інше життя, в іншому місті співатиму пісню про те, що я завтра. В іншому місті, як в іншому місті, стане тісно, я встану і поїду в інше місто, в іншому місті, усе на місці. Irina Dmitrichine, il faut nous présenter les Dark Daughters. Eh bien, Dark Daughters ainsi que Dacha Bracha et Théâtre Dach émanent toutes de la même structure, créée par le metteur en scène de génie, peut-être probablement le plus grand metteur en scène contemporain ukrainien, Vladislav Troïtsky, qui, je pense, arrive en France aussi. Et donc, il y a le théâtre, mais il y a 2 groupes musicaux qui donc mixent le folklore ukrainien et les tendances musicales actuelles. Ce sont des filles très hautes en couleurs, avec donc les costumes, tout le travail scénique qui est fait. Elles se sont déjà produites en de nombreuses reprises en France et à Paris avec beaucoup de succès. Stéphane Braunschweig. Oui, enfin, les Dark Daughters et les Dacha Bracha seront présentes donc lundi à notre soirée. Ils vont chacun chanter 2 chansons. C'est important pour nous que leur présence. Ils vont par ailleurs, je sais que les Dacha Bracha vont faire un concert au Montfort la semaine d'après, que les Dark Daughters vont faire un concert aussi, je crois, au Châtelet ou au Théâtre de la Ville, je ne sais plus, début avril. Donc ils font leur concert, bien sûr, mais pour nous, c'est très important de les avoir sur scène et de montrer voilà, qu'ils sont là, ils sont en France, ils sont réfugiés. Vous savez, en fait, ce qui m'est apparu, en fait, c'est que nous avons assez peu, finalement, de relations culturelles avec l'Ukraine en France. On a beaucoup plus, évidemment, de relations avec la Russie. Et je crois que c'est vraiment l'occasion de découvrir ces auteurs, ces autrices, ces groupes qui sont emblématiques de la scène ukrainienne.
Et je crois que ce genre de soirée, c'est aussi pour dire, je crois que c'est très important pour eux là-bas de savoir qu'il y a des gens, enfin, il y a une dimension symbolique, savoir qu'il y a des gens qui sont là, qui sont mobilisés. Je crois que c'est très important, je dirais, pour le moral, pour le symbole. Et j'espère que ça va aussi ouvrir vers plus de découverte de cette scène ukrainienne. D'autant qu'il y a à la fois donc un devoir de solidarité avec les Ukrainiens, aussi avec les artistes russes, puisque finalement ceux-ci se retrouvent dans une sorte de prison, je ne sais pas comment la nommer, mais en tout cas le climat qui règne en Russie est évidemment néfaste à tous ceux qui aiment la liberté d'expression. Stéphane Braunschweig. Oui, ben, c'est sûr que pour beaucoup d'artistes russes, là, la situation est devenue très très compliquée, hein. Il y en a déjà qui ont quitté la Russie. Eux aussi, il va falloir les accueillir. Moi, je suis dans un domaine un peu particulier, c'est-à-dire que le théâtre, c'est pas du tout évident que ce soit pour des Ukrainiens, pour des Russes, de venir travailler en France quand on est acteur et qu'on joue en russe ou qu'on joue en ukrainien. C'est comme pour beaucoup, ça veut dire en fait renoncer, hein, à leur vie artistique. Donc c'est vrai que c'est très bouleversant. J'ai un ami russe qui a quitté la Russie et qui s'occupait beaucoup de promouvoir les échanges entre la Russie et le reste du monde. Il me dit ma vie, toute la mission de ma vie est ruinée. Donc c'est vrai là, moi j'avais un projet aussi d'aller faire une mise en scène en Russie l'année prochaine. De fait, je ne vais pas y aller. Donc c'est vrai que on se retrouve devant un pays qui va être complètement fermé pendant des années. Et pour nous, hommes de culture, gens de théâtre, hommes de culture, qui travaillons, notamment le théâtre de l'Europe, à ouvrir les frontières, à aller vers la culture de l'autre, à entendre les cultures dans ce qu'elles ont de divers, mais sans parler de frontières, en étant dans un monde ouvert, là, on arrive sur un monde qui va se refermer, et ça, je trouve ça tragique. Patrick Veil. Oui, alors là, je voudrais raconter que Bulit, quand il était ambassadeur sous Staline, il essayait de faire de son ambassade un havre d'accueil des artistes. Et notamment, il était devenu ami avec Mikhail Bulgakov, qui était né à Kiev, qui était considéré comme ukrainien. Il est d'ailleurs un des personnages du Maître et de la Marguerite. Il organise un bal qui est peut-être le plus grand bal de l'histoire diplomatique, qui est raconté dans Le Maître et la Marguerite. Il avait aussi pris sous sa protection l'inventrice du théâtre pour enfants, Natalia Satz, qui avait été persécutée aussi sous Staline. Et donc, je dirais pour ceux qui restent, le rôle des ambassades qui ont une protection diplomatique, le rôle des ambassadeurs, c'est très important pour soutenir les artistes et notamment les acteurs et les actrices qui restent, parce que ces ambassades, et Bulit l'a montré sous Staline, peuvent être ces havres, je dirais, pas de tranquillité, mais un peu de repos. Lucie Berelovitch, vous avez donc, avec le Centre dramatique national de Normandie-Vire, aussi d'autres projets en lien avec l'Ukraine, par exemple une mise en scène d'Antigone, d'après Sophocle. Oui, Antigone d'après Sophocle, je l'ai créée en 2015 en fait. J'ai pu aller en Ukraine et rencontrer justement les Dardaughters. Et à la suite de ça, on a créé avec elle Antigone d'après Sophocle et Brecht, qu'on a joué d'abord dans des anciens studios de cinéma qui s'appellent les studios Dovzhenko à Kiev. Et puis ensuite en tournée en Ukraine, et c'était en tournée en France sur les dernières années. C'était à cette occasion d'ailleurs que j'avais rencontré pour la première fois Nathalie Vorojbit. Et là, effectivement, on accueille un concert des Dardaughters prévu de longue date le 2 avril au Préau. Et nous allons commencer les répétitions d'une adaptation des Géants de la montagne de Pirandello avec les Dardaughters. Donc, effectivement, un grand nombre de soirées et d'opérations prévues. Irina Dmitrichine, vous êtes traductrice et on voit au travers de ce que vous avez traduit à la fois donc une anthologie du Donbass, mais aussi des questions relatives à Tchernobyl, toutes les questions qui sont posées aujourd'hui à l'Ukraine et qui, bien entendu, résonnent de manière très différente depuis le début de la guerre.
Tout à fait. Tous les éditeurs m'ont dit que les livres ukrainiens que nous avons édités depuis des années, des auteurs sont épuisés. Et voilà, je pense que ça traduit tout d'abord la grande ignorance et vraiment le vaste champ, la tache blanche que représentait l'Ukraine dans la plupart des esprits. C'est-à-dire c'était juste un pays lointain, presque une Russie, etc. Oui, Et des donc, contours flous, mais lorsque l'on entend ces noms, alors Patrick Veil vient de parler de Bulgakov, on pourrait parler de Grossman, il y a un certain nombre de noms qui, eux, appartiennent à, disons, un champ littéraire relativement bien connu et qui, dès lors, font effectivement référence à non seulement l'Ukraine, mais aussi l'histoire plus large de l'Union soviétique. Est-ce que, par exemple, cette culture ukrainienne est très différente de la culture russe? Comment envisagez-vous justement à la fois l'Ukraine d'un côté et la Russie de l'autre? tout d'abord, c'est une culture différente, c'est deux peuples différents. Je pense que nous avons vu une magnifique démonstration ces 3 semaines et je souhaiterais que cette culture ukrainienne puisse avoir une plus grande vision et soit prise pour ce qu'elle est et pas pour une sous-culture dans l'ombre d'un grand voisin. Et je pense que ce sont ces journées, malheureusement, qui nous rappellent qu'il n'y a pas de petite et grande culture et qu'il faut avoir cette curiosité et d'aller tout simplement au fond des choses, de casser les stéréotypes. Ça fait 30 ans que l'Ukraine est indépendante, donc peut-être il est temps de la découvrir véritablement sur la carte culturelle et mentale. Stéphane Braunschweig. Moi, je dirais la même chose. Encore une fois, nous avons assez peu de relations culturelles avec l'Ukraine et il est temps que ça s'ouvre. Et alors, ça va s'ouvrir notamment ce lundi avec la soirée que vous organisez. Vous nous rappelez oui, donc en quelques mots ce qui va être fait en partenariat avec France Culture. Oui, et aussi avec la participation de l'Institut français. Et donc, c'est vraiment une soirée de lecture avec cette pièce Mauvaise route de Natalia Vorobit qui sera présente. Hein, c'est formidable qu'elle puisse être là. Et puis, cette présence, on va lire aussi des poèmes en bilingue, en ukrainien et en français. Et puis, cette présence des Dardauters et des Darabraha. Les Dardauters qui sont arrivés en France il y a quelques jours et qui donc vont se produire. C'est la première fois qu'elles vont se produire en France depuis leur arrivée en France. Irina Dmitrichine. Vous avez sans doute entendu plusieurs fois répéter Dardauters, Dachabracha. Dach veut dire tout simplement le toit et on pourrait aussi le traduire comme refuge. Et c'est formidable que la France offre le refuge à ses artistes. Merci à tous, à Lucie Berelovitch, Irina Dmitrichine, Stéphane Braunschweig, Patrick Veil, Le président est-il devenu fou? C'est votre ouvrage publié aux éditions Grasset.